Le but de cette conférence, c'est de vous présenter en 1 heure l'évolution des glaces de la planète. Comme vous le savez, on est entré dans une période de réchauffement planétaire et les glaces sont des indicateurs extrêmement précieux de ce phénomène de réchauffement climatique. Alors tout d'abord, je me présente, Bernard Francou. Je suis né à Briançon. Voilà, il y a beaucoup de Briançonnais ici, je m'en réjouis. Et ensuite, j'ai fait des études de géographie, géologie et CNRS, IRD. Et puis surtout, à partir des années 90, à l'époque où on commençait à parler de réchauffement climatique, j'ai eu l'occasion, grâce à l'IRD d'ailleurs, qui s'appelait Orstom avant, c'était l'Institut de recherche pour le développement, de développer un programme de recherche sur les glaciers tropicaux. Là, ça ne se voit pas, mais on est pile poil sous l'équateur. Et on est en équateur, donc, et on domine l'Amazonie. C'est un très beau sommet où j'ai équipé un glacier dans les années 94 et qui est toujours étudié actuellement. Donc, voilà. Et puis, actuellement, je suis à la retraite. Bon, je suis directeur de recherche émérite, si bien que je continue essentiellement actuellement à faire des conférences, écrire des livres et sensibiliser le public, tout public, sur le changement climatique à partir de l'évolution des glaciers dans le monde. Alors, voilà donc le titre de la conférence. C'est justement à l'aide de quelques données très récentes, vous apportez des preuves que la fonte des glaces s'accélère dans le monde. Et quelle glace? Eh bien, si on suit cette carte, c'est ce qu'on peut appeler la planète blanche, ou scientifiquement on appelle ça la cryosphère, c'est-à-dire toutes les régions où l'eau est présente à l'état solide à la surface de la Terre ou dans la Terre. Eh bien, on voit qu'il y a, évidemment, l'Antarctique, les calottes polaires, qui sont représentées sur ce schéma par des plages blanches avec des petits points rouges, ici. Donc, nous allons les visiter, d'abord l'Antarctique, puis le Groenland, parce que c'est particulièrement important pour l'avenir de la planète. Ensuite, eh bien, il y a les glaciers de montagne, qui sont marqués ici par des liserés noirs. Vous reconnaissez les glaciers andins, Patagonie ici, les Alpes c'est tout petit, c'est ici, voilà. Il y a bien sûr les banquises, mais nous n'allons pas les visiter parce qu'on ne peut pas tout faire, qui sont représentées ici en blanc, dans leur extension maximum, ici en juillet et ici en mars, février-mars. Il y a le manteau neigeux, qui est représenté par des plages marron ici. C'est du manteau neigeux saisonnier, c'est celui qu'on connaît à Briançon ou dans les Alpes, qui disparaît en été. Et puis là, il y a des plages un peu, on va dire, bleu foncé, bleu clair, blanc foncé. C'est ce qu'on appelle le pergélisol ou le permafrost. Ce sont les territoires qui sont gelés, dont le sol est gelé en permanence. Là aussi, nous n'allons pas les visiter parce que ça ferait trop. Si on fait le total, on voit que la cryosphère s'étend sur un peu plus de la moitié des terres émergées, ce qui est quand même beaucoup. Donc nous allons commencer, avant de commencer par les calottes, il faut prendre conscience d'un fait, c'est que si on considère chaque compartiment de la cryosphère, les calottes, le pergélisol, le sol gelé, le manteau neigeux, etc., on s'aperçoit que de très très loin, en termes de soulèvement de niveau marin, si tout fond, on s'aperçoit que les deux calottes soulèveraient le niveau de la mer de l'ordre de 65-66 mètres. Donc si les deux calottes fondaient, la ville de Paris, par exemple, serait réduite à l'état de quelques îlots. Si on faisait la même chose avec les glaciers de montagne,
eh bien, le niveau de la mer prendrait environ 41 cm. Donc c'est pour vous montrer que l'essentiel des glaces, et donc de l'eau potable, de l'eau pure, au niveau de la Terre, se rencontre sur les calottes polaires, particulièrement en Antarctique, un équivalent de 58 mètres de niveau marin, et le Groenland, un équivalent de 7 mètres de niveau marin si ces calottes fondent totalement. Les glaciers, vous voyez, à côté, font piètre figure, mais nous verrons qu'actuellement, ils contribuent quand même pas mal au soulèvement du niveau marin. Le reste étant relativement marginal. Et comme vous savez, les banquises ne contribuent pas au niveau de la mer, puisque ce sont des glaces flottantes. Alors tout d'abord, voyons en quelques diapositives quel risque on a à craindre des calottes polaires. Est-ce qu'on observe actuellement un début de fonte de ces calottes polaires? Pour vous dire, l'Antarctique existe depuis l'Oligocène. L'Oligocène, c'est le milieu du tertiaire à peu près, c'est-à-dire à peu près 40-50 millions d'années. Le Groenland existe depuis 3 millions d'années, donc le Pliocène supérieur. C'est dire que ce sont des glaces anciennes, où on est allé d'ailleurs puiser, extraire la mémoire du climat en étudiant les carottes de glace. C'est ce que fait mon laboratoire à Grenoble. Ce sont donc des glaces très anciennes et il est intéressant de voir avec le réchauffement climatique actuel s'il y a un début de frémissement, s'il y a quelque chose à craindre d'une fonte massive de ces calottes polaires. Alors on va commencer par l'Antarctique. Je vais aller assez rapidement sur les calottes polaires, bien qu'elles soient très importantes, parce que je ne voudrais pas prolonger trop votre attention. Et j'aimerais aussi qu'on se concentre un peu plus sur les glaciers de montagne, et en particulier les glaciers alpins. Alors, là, de très loin, la calotte polaire, la calotte de l'Antarctique, est la plus grande réserve d'eau douce de la planète. En gros, 80%, on peut dire, des glaces mondiales se trouvent enfermées dans la calotte antarctique. Alors il y a deux parties. Il y a une calotte est qui est extrêmement importante, qui constitue environ 88% de la masse glaciaire de l'Antarctique. Une calotte plus modeste qui est l'Antarctique de l'Ouest, ici, et des glaciers également encore plus modestes qui se trouvent sur la péninsule antarctique, qui pointe vers la cordillère des Andes au nord. Voilà, et bien sûr, il y a des plateformes, des grandes plateformes dont la totalité équivalent et dépasse la superficie de la France, hein, la plateforme de Ross ici, de Fischner au nord. Voilà. Et naturellement, se forme pendant l'hiver austral une banquise très importante qui atteint à peu près 18 millions de kilomètres carrés. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement? Quel est le bilan de l'Antarctique? Alors, le bilan, c'était pratiquement impossible à mesurer il y a encore 3 décennies, mais les techniques modernes, en particulier les capteurs embarqués sur des satellites, permettent actuellement de dresser une sorte de bilan de masse de ces calottes polaires, aussi bien l'Antarctique que le Groenland, avec évidemment des incertitudes, mais on peut quand même maintenant suivre d'assez près ces monstres glaciaires que sont ces calottes polaires, alors qu'avant, c'était des territoires complètement ignorés. Alors d'une façon générale, on peut dire que la grande calotte, donc je rappelle 88% de la glace antarctique, est assez stable actuellement. Il n'y a pas de marque, sauf très localement, de fonte, d'abaissement du niveau. Il faut que j'ajoute ici que cette carte représente ici, si c'est jaune, c'est stable,
Si c'est bleu, ça gagne un peu de masse, ça augmente, on en voit quelques franges ici. Et si c'est rouge, c'est que, évidemment, on est dans le rouge, c'est-à-dire qu'il y a un amincissement de la calotte. Et on voit que, comme je vais le dire tout de suite après, que ces régions actuellement qui doivent être suivies avec beaucoup de précaution se concentrent sur l'Antarctique de l'Ouest et sur la péninsule. Donc d'une certaine façon, on peut dire que la plus grande masse de glace de la planète actuellement est relativement stable, voire très légèrement croissante par endroits, très légèrement décroissante, mais disons d'une façon générale, le bilan de masse est à peu près équilibré. Là où il y a beaucoup de choses à craindre actuellement sur l'Antarctique, c'est l'Antarctique de l'Ouest ici. Pourquoi ? Eh bien l'Antarctique de l'Ouest, c'est une zone très basse, et le socle rocheux sur lequel reposent ces glaces se situe en général au niveau de la mer, voire en dessous du niveau de la mer. C'est donc une région très instable et où on a observé ces dernières années une accélération considérable des émissaires, c'est-à-dire des glaciers qui drainent le centre de la calotte ici, et évidemment, on a observé des détachements importants à la fois de plateformes et des accélérations extrêmement nettes de glaciers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau, une grande partie de ces glaciers arrivant au niveau de la mer flottent sur la mer. Et ce qui est très important de suivre, c'est la ligne d'échouage, c'est-à-dire la ligne à partir de laquelle ces glaces deviennent flottantes. Et ce qu'on observe actuellement, c'est que cette ligne d'échouage a tendance à augmenter et à se diriger vers l'amont des glaciers, et ce qui pourrait être les prémices, ou ce qui pourrait annoncer dans le futur un emballement et une accélération, un véritable effondrement de la calotte à partir de ces grands émissaires. Donc c'est une région qui est suivie avec beaucoup de précautions, et je vais vous donner deux illustrations juste après. Vous avez la péninsule également qui recule, où les glaciers reculent de façon très très marquée également. Alors c'est pas un hasard si quand on voit les températures qui sont enregistrées par les stations ici, parce que au centre, là, on est vers 3000, 2500 mètres, 3000 mètres d'altitude. On a des températures moyennes de l'ordre de moins 50, donc pas de traces possibles de fusion. Par contre, quand on est là, eh bien, on a des températures dont on s'aperçoit que les stations montrent une élévation de température de l'ordre de 2 degrés 5 à peu près pour Byrd ici. Et ce qui était tout à fait comparable à ce qu'on observe au Groenland également. Voilà, donc vous voyez ici un schéma qui est dû à Shepherd, c'est-à-dire un groupe de chercheurs qui ont uni leurs efforts pour essayer de calculer un bilan de masse de ces trois zones ici. On voit que l'Antarctique de l'Est est à peu près stable. Ici, ce sont la marge d'incertitude. On voit bien que ce n'est pas net. Par contre, l'Antarctique de l'Ouest, ici, perd beaucoup depuis à peu près les années 95. La fin des années 90, on a vraiment un basculement et une accélération ici très très nette des émissaires. Et ça se traduit, vu de l'espace, par des largages d'icebergs massifs. Ici, par exemple, pour le Pine Island Glacier, on voit ici, à 2 mois d'intervalle, ici, on voit toute cette partie qui se détache du Pine Island Glacier, qui vient ici, c'est une plateforme. Et pour vous dire, cette plateforme, elle fait à peu près 40 km sur 25. Vous voyez ? Donc c'est des largages extrêmement massifs. Et alors, ce qui est le plus embêtant, c'est qu'on a constaté, surtout par le calcul, en faisant des modèles, que ces plateformes contribuent à retenir les glaciers. En quelque sorte, elles servent
d'arc-boutants aux glaciers qui sont rapides et qui, parce qu'ils drainent d'énormes quantités de glace de l'intérieur. Et si il existe des modèles qui montrent très très bien que si les plateformes se détachent, eh bien les glaciers peuvent augmenter leur vitesse d'une façon considérable. Par exemple, ici, dans le Pine Island, puis d'autres glaciers, ils ont une vitesse de l'ordre de 40 à 34 km par an depuis donc récemment, depuis les années 90. Alors, on n'écarte pas dans l'avenir. Alors quand? On ne sait pas exactement. Certains pensent d'ici la fin du siècle, d'autres pensent plus tard, mais on n'écarte pas que cette zone de l'Antarctique, de l'Ouest, devienne un contributeur très important au niveau de la mer. Certains parlent d'un exhaussement du niveau de la mer qui pourrait atteindre 1 mètre au niveau mondial, rien que par un processus d'effondrement de l'Antarctique de l'Ouest. Ces données sont extrêmement discutées actuellement par la communauté des chercheurs qui travaillent sur l'Antarctique. Passons au Groenland. Ouais, je suis obligé d'aller un peu rapidement. Le Groenland est plus modeste, mais enfin c'est quand même, si ça fond entièrement, c'est quand même plus de 7 mètres de niveau marin, donc c'est tout à fait considérable. Et on s'aperçoit que depuis les années 90, le Groenland est devenu très vulnérable. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, le Groenland n'est pas centré sur le pôle, mais il descend jusqu'à la latitude d'Oslo, de la Norvège à peu près, donc il est beaucoup plus au sud. Et il fait partie de la zone arctique où on s'aperçoit actuellement que l'augmentation des températures est considérable. Elle dépasse 2 degrés et elle atteint 2,4 degrés au sommet du Groenland, où il y a une station ici, et à 3200 mètres d'altitude. Donc depuis 30 ans, les températures sont montées en surface, donc à 3000 mètres, de l'ordre de 2,4 degrés. C'est de l'ordre de ce qu'on observe dans les Alpes. En plus, vous avez un courant marin ici, important, qui transfère l'eau chaude de l'Atlantique tropical vers le nord, qui s'appelle Gulf Stream et puis qui s'appelle dérive atlantique, nord-atlantique, quand il arrive au nord, enfin au large des côtes européennes, ici. Donc vous avez plusieurs ingrédients qui fragilisent cette calotte, et on peut en donner des exemples, puisque cette calotte est bien suivie à partir de l'imagerie satellitaire également, à la fois de la géodésie, la télémétrie laser, la télémétrie radar. Il y a aussi des satellites gravimétriques qui passent sur le Groenland, comme ils passent sur l'Antarctique d'ailleurs, et qui permettent de nous dire à peu près que le Groenland actuellement perd, bon c'est un chiffre qui ne va pas vous dire grand-chose, mais 140 gigatonnes par an, donc millions de tonnes, et que le Groenland contribue actuellement à 0,4 mm par an de hausse de niveau marin. Et nous verrons que 0,4 mm, ça paraît peu, mais c'est important proportionnellement à ce qu'on observe comme exhaussement du niveau marin actuellement. Alors, d'où vient cette fonte? Eh bien, la fonte de surface, puisque chaque année, on observe que pendant l'été, la superficie intéressée par la fonte augmente, se dilate et monte vers le centre de la calotte. Et on voit se former ces espèces de lacs, dont certains lacs atteignent presque la superficie du lac Léman. Et ça contribue à changer la couleur, changer l'apparence du Groenland en surface, et ça alimente des chenaux qu'on appelle des bélières. Il y en a de petites sur le glacier blanc, mais là, vous voyez le petit bonhomme ici qui vous montre l'importance de ces bélières. Voilà. Alors on estime que la moitié de la fonte du Groenland actuellement vient de la fonte de surface.
L'autre moitié, eh bien, ça vient de l'accélération des émissaires. Les émissaires, ce sont ces grands glaciers qui drainent le centre de la calotte, qui atteint d'ailleurs une épaisseur de 3 km de glace au centre. 3 km qui ont été mis à profit par les géochimistes pour faire des carottages, et le Groenland nous a permis de reconstruire le climat de la planète depuis plus de 100 000 ans. À comparer avec le record de l'Antarctique actuellement, un record de la base franco-italienne Concordia, où on a pu reconstruire le climat de 740 000 ans de climat. Donc, alors, accélération des émissaires. Un exemple, vous avez un glacier, un des plus grands glaciers du monde, le Jacobson Isbrae, qui défilait au niveau de là où il se jette dans la mer, où il vèle dans la mer, comme on dit. Il défilait à raison de 5 km 7 en 92, c'est passé à 9 km 4 en 2000, et actuellement, en 2003, on est à 12 km 6 et ça n'arrête pas d'augmenter. Donc vous avez vraiment une accélération de ces émissaires, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, un peu partout au Groenland, dont on observe l'augmentation de vitesse. Donc, qui dit augmentation de vitesse, dit perte de glace à partir donc des bordures et détachement d'icebergs donc sur les grands fjords de ce micro-continent. Voilà le même glacier, le Jacobson, en 1851, 1883, 1930, 2001, 2004, 2005, vous voyez, un fleuve de glace qui n'arrête pas dont le front n'arrête pas de reculer et qui détache d'énormes icebergs qui parcourent tout le nord de l'Atlantique. On considère que le Titanic a peut-être été coulé par un iceberg qui venait de ce monstre glaciaire, le Jacobson. Voilà. En gros, il a reculé depuis 1851, il a reculé de plus de 40 km. Ça vous montre l'échelle de ces glaces, et naturellement, avec de telles quantités de glace qui viennent rejoindre l'océan, eh bien, on a un effet automatique sur l'exhaussement du niveau marin. L'exhaussement du niveau marin, c'est à peu près, est évalué à 0,06 mm donc de niveau marin entre 1993 et 2006, c'est-à-dire pas loin de 2% de l'exhaussement total du niveau marin. Donc vous voyez, ça vous montre que rien que des glaciers comme ça géants peuvent avoir une incidence globale importante. Si on fait le bilan des deux calottes, eh bien, on voit que ici l'Antarctique, le Groenland, et si on joint l'Antarctique et le Groenland, eh bien, on tombe donc sur un bilan de masse extrêmement négatif ici. On en est là pour l'instant. Ces chiffres s'affinent d'année en année avec les progrès réalisés par les méthodes de détection. Alors, les glaciers de montagne, c'est un peu mon dada. Là, je me sens un peu plus chez moi ici. Et la preuve, c'est que c'est le glacier du Zongo ici, donc à 4008 et 6000 mètres ici, que j'ai équipé en premier dans les Andes. Il est à 40 km de la ville de La Paz. Et donc, c'est un des glaciers actuellement les mieux mesurés au monde, et en particulier sous les tropiques. On est là à 16 degrés sud, hein, et donc on fait le bilan de masse, le bilan d'énergie, enfin on fait tout ce qu'on peut faire, bilan hydrologique également, tout ce qu'on peut faire sur un glacier qui est finalement facilement accessible, puisque de la route ici, au front du glacier, on marche pendant un peu plus d'une demi-heure, donc c'est quelque chose de très accessible. Et alors, donc, dans le cadre d'un livre qu'on a publié avec un collègue de Grenoble, Christian Vincent, on est allé interroger les banques, pas les banques financières, mais les banques de données de glaciers,
et en particulier le World Glacier Monitoring Service à Zurich, qui concentre toutes les informations que les équipes de recherche envoient, et toutes ces équipes extraient des informations sur le bilan de masse. Alors le bilan de masse ici, qui apparaît en ordonnée, ici vous avez les dates, il faut que je vous explique en gros ce que c'est le bilan de masse. C'est la différence en gros entre les précipitations solides que reçoit un glacier pendant une année. L'année hydrologique ici, elle va d'octobre à septembre. Hein. Octobre, c'est le début de l'hiver en principe, où les précipitations deviennent de plus en plus solides sur le glacier. Et là, cette différence entre ce que reçoit le glacier en valeur en eau, donc on transforme, connaissant la densité de la neige, on transforme ce volume en valeur en eau, et puis on soustrait le volume que le glacier perd au cours d'une année. Alors en gros, c'est relativement facile sous nos latitudes, puisque l'accumulation se fait dans la partie haute du glacier. On considère que le glacier blanc, à partir de 3100 ou 3200, l'accumulation donc reste une année sur l'autre. Et puis plus bas, eh bien, on enfonce des balises à 10 mètres dans le glacier et on mesure la hauteur émergente de ces balises, donc, qui sortent toutes au cours d'une année. Et donc en intégrant ce que le glacier accumule en haut et ce qu'il perd en bas, on tombe sur le bilan de masse qui est présenté ici en valeur, en mètres d'eau. D'accord ? Et puis une fois qu'on fait ça, eh bien, chaque année, eh bien, on cumule ces bilans de masse. Il peut être positif quand le glacier gagne de la masse, il peut être négatif quand il en perd, ou certaines années sont équilibrées. Et donc en sommant les bilans de masse annuels, on finit par obtenir une courbe qui donne une tendance sur plusieurs décennies. Ici, pour ceux qui ne voient pas, là, on est dans les années 60, 70. Voilà. Et là, j'ai fait un choix des glaciers qui ont des données depuis pas mal de temps. Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors, 57 glaciers sont mesurés depuis 4 décennies et plus dans le monde, et c'est intéressant de voir, par exemple, sur le continent américain, en Arctique, en Europe et en Asie, ce qui se passe. Et je pense que c'est assez frappant. On constate, par exemple, dans les Amériques, qu'il y a une décroissance, donc des bilans de plus en plus négatifs. Là, c'est très net, par exemple, au nord-ouest des États-Unis, donc qui correspond au sud-ouest du Canada. Il y a la région de Vancouver, en gros, hein, Seattle, Vancouver, vous voyez, ça diminue depuis 1976. Là, c'est un peu moins net, mais quand même, on voit bien que dans l'Arctique, ici, dans l'Arctique, on diminue très très nettement ici, depuis les années 90, donc presque 15 ans après, plus au sud. En Europe, on voit également les Alpes ici qui apparaissent. Vous voyez, donc on est équilibré dans les Alpes, on a des bilans équilibrés jusqu'au milieu des années 80, on le verra tout à l'heure. Et puis là, ça se casse la figure, on a des glaciers de plus en plus en déficit. On a cette courbe qui est assez droite, jusqu'en 2002, et bien on voit bien que depuis 2002, il y a une accélération des pertes des glaciers alpins. Les glaciers alpins, par exemple, pour faire cette courbe, on a moyenné ici 13 glaciers qui sont suivis par des équipes françaises, suisses, autrichiennes et italiennes. Voilà. Là, il y a une petite différence, on y reviendra. C'est la Scandinavie, la Norvège maritime, où on voit qu'il y a eu une extension des glaciers, alors que plus au sud, les glaciers perdaient. En Asie, c'est pareil. Vous avez les Tian Shan ici, qui perdent régulièrement depuis les années 70, fin des années 70. Vous avez ici, bon, on n'a pas beaucoup de données en Himalaya, mais également c'est orienté dans le même sens. L'Altaï, les Caucases, etc. Donc, ces graphiques, ces 4 graphiques vous montrent quoi ? Eh bien qu'il y a une perte, ça c'est certain.
j'en fais la synthèse ici. Une large majorité des glaciers ont perdu de la masse. Les premiers depuis 76-86, les autres depuis 91-92. Donc c'est pas synchrone. On a un plongement des bilans de masse, donc ils deviennent de plus en plus déficitaires, mais le début de ce plongeon varie suivant les continents. Voilà. Depuis le milieu du 19e siècle, les glaciers du monde ont perdu en moyenne 0,2 à 0,3 mètres équivalent eau par an. Si on fait la moyenne de tous les glaciers qu'on connaît depuis cette date, 1850, 1860 à peu près, on tombe sur ce chiffre. Mais ce qui est important, c'est de voir que ces pertes se sont accrues fortement depuis la dernière décennie du XXe siècle et la première du XXIe siècle. Donc de ces chiffres, on est passé à ça. C'est-à-dire qu'on a plus que doublé les pertes. Et actuellement, on est sur des chiffres de l'ordre de 0,5 à 0,8 mètres d'équivalent eau par an pour les glaciers mondiaux qui sont suivis actuellement. Donc on peut dire que un tel déclin est sans précédent depuis le début des observations sur les glaciers, donc on est entré dans un nouvel âge pour les glaciers. Cependant, comme nous allons le voir tout de suite, si on régionalise un peu ces pertes, on voit qu'il y a quand même des différences suivant les endroits. Ça, c'est un glacier que j'ai étudié depuis 1991 jusqu'à sa disparition en 2010, glacier de Chacaltaya, qui domine la ville de La Paz en Bolivie. Les petits glaciers, ceux qui montent relativement peu haut, on est seulement à 5004 ici, mais pour les tropiques, ça paraît haut 5004, c'est bien au-dessus du Mont Blanc, mais pour les tropiques c'est bas. Eh bien, ces glaciers, sous les tropiques, qui se situent en gros en dessous de 5400-5300 mètres d'altitude, ils sont réduits à des zones d'ablation, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de zone d'accumulation fixe, si bien qu'ils se vident. Ils se vident un peu comme des réservoirs qui ne seraient pas remplis régulièrement. Et c'est ce qui s'est passé donc pour Chacaltaya, 2000, 2003, vous voyez, le glacier commence à se couper, ici il est complètement coupé, en 2005, et là, en 2009, il ne reste plus grand-chose. Et en 2010, eh bien, vous voyez, c'est vraiment 3 fois rien. Alors des glaciers comme ça, bien sûr, vous en avez sous les tropiques, mais il y en a également dans les Alpes, en France. Le glacier de Sarenne, par exemple, sur le territoire de ski de l'Alpe d'Huez, est en train de subir la même évolution. Et il y en a pas mal de petits glaciers en Vanoise, dans le massif des Écrins d'ailleurs, qui actuellement sont engagés sur un déclin tel que leur disparition peut être programmée d'ici 1 ou 2 décennies. Ce sont peut-être les glaciers maritimes qui sont les plus importants à suivre actuellement parce que ce sont des glaciers qui vêlent directement dans la mer et ce sont des glaciers de grande taille. Évidemment, on n'est pas à l'échelle des calottes glaciaires polaires qu'on a vues, l'Antarctique et Groenland, mais on a quand même là de grands paquets de glace. Par exemple en Alaska, en Patagonie, dans le nord des territoires arctiques et canadiens, au Spitzberg, etc. Donc des glaciers tout à fait importants. Et on constate actuellement que ces glaciers, en moyenne, perdent 1 demi-mètre d'eau environ par an. Et c'est important parce que ce sont des glaciers énormes et leur contribution au niveau de la mer est extrêmement marquée actuellement. Donc les glaciers maritimes, pourquoi ? Parce que ce sont des glaciers qui descendent très bas, ils sont dans des territoires où on a constaté un fort réchauffement ces dernières années, et aussi ce réchauffement également concerne l'océan, donc c'est des glaciers qui fondent par en dessus, sur l'interface entre l'atmosphère et le glacier, la glace, mais aussi par en dessous. Donc, alors qu'on constate que la mer augmente sa température en Alaska et un peu partout. Alors, il y a des glaciers qui ont avancé encore d'une façon assez notable dans le monde. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, le Franz Josef Glacier, ses voisins d'ailleurs,
1893 à 83, ce glacier a reculé de 3 km, donc c'est quand même considérable. Entre 83 et 2008, il a gagné 1,5 km. Et depuis 2008 jusqu'à 2012, il a perdu de nouveau 0,5. Donc c'est des glaciers qui parfois marchent un petit peu à l'envers des autres. Et là, c'est des cas un peu particuliers en Nouvelle-Zélande, puisqu'il y a eu entre 1976 et 2000, il y a eu une phase une phase climatique dominée par le phénomène El Niño dans le Pacifique. Et quand il y a un phénomène El Niño dans le Pacifique, il y a une tendance à l'augmentation des précipitations très nette sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande où se trouve ce glacier. Donc il peut y avoir des phénomènes régionaux qui expliquent qu'on puisse avoir ça et là des avancées de glaciers alors que la majorité recule. C'est le cas également on l'a vu tout à l'heure, de la Norvège maritime. La Norvège maritime, par exemple, on a un certain nombre de glaciers qui ont avancé d'une façon très marquée dans les années 90. On a vu tout à l'heure, effectivement, la Norvège maritime, ici, on voit qu'à partir de 76 à peu près, se dessine une augmentation de masse de ces glaciers. Là, il y en a combien qui sont? Il y en a 3 qui sont moyennés. On voit bien que ces glaciers ont un comportement diamétralement opposé aux glaciers alpins et même de la Norvège continentale. Ici, la Norvège continentale, on voit qu'il y a une perte ici, alors que la Norvège maritime augmente. Alors ça, c'est lié à des phénomènes de cycles de précipitations régionaux. Dans ce cas-là, c'est l'oscillation nord-atlantique. Quand il fait sec sur le sud du continent européen, c'est généralement très humide pendant l'hiver sur le nord du continent, et les dépressions sont déviées vers le nord. On dit qu'on est en oscillation nord-atlantique positive, et ça bénéficie évidemment aux glaciers de Norvège maritime qui reçoivent d'énormes quantités de précipitations. Alors que très vite, à 50-60 km à l'intérieur des terres, eh bien, les glaciers ne bénéficient pas de ces accumulations massives. Donc retenez quand même qu'un glacier, c'est un bilan. Il réagit à un bilan de l'accumulation de neige pendant l'hiver et de l'ablation estivale également. Donc si on gonfle l'un, c'est-à-dire ici l'accumulation, on peut se retrouver pendant quelques années avec des bilans positifs, alors que dans le même temps, l'ablation continue à augmenter à basse altitude sur les mêmes glaciers. Mais c'est l'accumulation qui domine, c'est le propre d'un bilan. Alors voilà, je vais arriver aux Alpes. On a vu tout à l'heure que dans les Alpes, en gros, on est resté stable jusqu'au milieu des années 80, ici, vous voyez. On a des bilans, là en moyenne 13 glaciers, donc c'est assez robuste comme moyenne, comme tendance ici. Pas de changement notable jusqu'à 96. Et puis de 86. Et puis à partir de 86, on voit qu'on s'engage dans une pente négative qui s'accélère à partir des années 2002 environ. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les Alpes? Eh bien, ça reste à expliquer. Hein. Je résume ce qu'on a dit tout à l'heure, donc des bilans équilibrés. On passe à des bilans négatifs on voit que les glaciers perdent pas loin d'1 mètre d'eau d'équivalent par an, hein, c'est-à-dire une couche d'eau de l'ordre de 85 cm sur toute leur surface. Et puis, alors, ce qui est très très net, et on le voit actuellement, les déficits ont doublé récemment depuis donc 2002, passant de 1,50 m à 1,80 m de perte donc d'équivalent d'eau par an. Il y a bien
une rupture d'équilibre qui s'est effectuée récemment dans les Alpes. Alors, ce qui est très important, c'est donc la plupart des glaciers des Alpes sont en déséquilibre actuellement. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Un glacier, ce qui cherche le glacier, pour dire les choses très simplement, c'est de s'équilibrer avec le climat du moment. Et quand il recule, c'est que le climat est trop défavorable, soit que les précipitations soient trop faibles, soit que la température estivale soit trop élevée. Pour s'équilibrer au climat, il a besoin de reculer, de se rétrécir. Donc, quand on voit un glacier reculer, ce dont on n'a pas conscience, c'est que le glacier, il ne répond pas à l'année près, au climat de l'année, ou des 2-3 années écoulées, mais il cherche à s'équilibrer au climat des 2 ou 3 décennies écoulées. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? Eh bien, le glacier, la mer de glace, ici, a perdu environ 800 mètres depuis la fin des années 50, ici, donc on le voit ici, toute cette partie-là. Et il est à peu près là, bon, il est un peu plus haut, maintenant c'est 2012. Ça veut dire que pour s'équilibrer au climat de cette période-là, il a dû reculer d'une façon déjà très significative. Et ce n'est pas fini. C'est-à-dire que si, par exemple, ça c'est le produit de modélisation, ce n'est pas toujours facile à comprendre ça, mais si on arrête le réchauffement du climat, si le climat est constant dans les années et décennies qui viennent, eh bien pour s'équilibrer au climat des dernières décennies, la mer de glace doit reculer d'1 kilomètre. Et au bout d'1 kilomètre de recul, donc ce sera contracté d'une façon très significative, eh bien la mer de glace sera enfin équilibrée avec le climat, à condition que le climat ne change pas. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant à montrer. Et si, par contre, le climat continue à se réchauffer, naturellement, la mer de glace va reculer encore davantage. En gros, disons que on a un recul très marqué depuis plusieurs décennies. Si le climat ne change pas, eh bien, la mer de glace va continuer à reculer. Si le climat se réchauffe, eh bien, si par exemple on a, comme le prévoient certains modèles, une augmentation de la température de 4 degrés d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire en 2100, eh bien, le glacier va reculer d'1,2 km. Et ce que l'on constate, c'est qu'entre 1 km et 1,2 km d'ici, j'ai oublié de dire d'ici 2040, on voit bien que selon les scénarios, il n'y a pas de grande différence. C'est-à-dire, ce que la mer de glace doit reculer pour arriver à l'équilibre d'ici 2040, c'est à peine inférieur à ce que la mer de glace doit reculer d'ici 2040 dans un scénario de 4 degrés d'ici la fin du siècle. Oui. Donc ça montre que les glaciers n'ont pas d'autre choix actuellement que de reculer pour répondre au climat de ces dernières décennies. D'accord ? Donc ça c'est important de le souligner, c'est-à-dire qu'on me demande, mais s'il y a 4-5 années de bilan favorable sur la mer de glace, dans le massif du Mont Blanc par exemple, avec de grandes quantités hivernales de précipitations neigeuses et des étés pourris où l'ablation est faible, est-ce qu'on va noter une augmentation de la mer de glace? Est-ce que la mer de glace va descendre, va se déplacer
le front va se déplacer en avant. Ben non, puisque la mer de glace, elle est programmée depuis plusieurs décennies à reculer. Donc elle n'a pas d'autre choix que de reculer. D'accord ? Et ça, c'est important. Voilà une simulation faite par mon collègue Christian Vincent. On voit ici donc la mer de glace à la fin du 19e siècle. Ici en 2010, on voit qu'on a perdu d'énormes quantités en épaisseur. C'est matérialisé par les échelles qu'on installe sans arrêt pour arriver à la grotte de glace en bas. Hein. Et voilà donc une simulation en 2040, à quoi pourrait ressembler la mer de glace en 2040. Voilà. On peut s'amuser à faire ça pour d'autres glaciers, même plus grands. C'est le cas du glacier d'Alecht en Suisse. Le glacier d'Alecht, vous connaissez certainement, il est à mi-chemin, il est dans le Valais principalement, mais il est dans le massif de l'Oberland également. Et c'est un glacier qui est très long, il mesure 22 km de long actuellement, il a une épaisseur ici maximale de 700 mètres. Nos collègues suisses, donc à Zurich, ont fait des simulations, des simulations assez simples, mais qui sont quand même assez robustes, et ils montrent que donc, dans un scénario constant, c'est-à-dire si le climat ne change pas, le glacier d'Alecht est condamné à perdre 40% de son volume d'ici 2100. Par contre, si on a un scénario raisonnable, les 2 degrés d'ici la fin du siècle sont considérés comme un scénario raisonnable, au dire de les conclusions de la conférence de Paris, donc en 2015, eh bien, le glacier d'Alecht perd 10 km et 90% de son volume. On dit toujours que 2 degrés c'est raisonnable, mais vous voyez que pour les glaciers ça ne l'est pas du tout. Ça montre la sensibilité de ces glaciers à l'évolution actuelle du climat. 2 degrés, ça, on se retrouve avec 10% seulement du glacier. Hein. Ces mêmes équipes donc, ont tenté des simulations au niveau de toutes les Alpes. Hein. S'il y a un scénario 2 degrés d'ici 2100 et pas de changement dans les précipitations, certains modèles prévoient une petite augmentation des précipitations, notamment l'hiver. Mais si on force le modèle en précipitation constante et en augmentation seulement de la température, on voit que subsiste en 2100 seulement 18% des glaciers de 2003, des surfaces de 2003. Si, au contraire, c'est le scénario dans lequel on est embarqué actuellement, si on ne fait rien, et qu'on se retrouve avec 5 degrés d'ici 2100, et pas de changement toujours dans les précipitations, il reste seulement 4% des glaciers dans les Alpes. Vous voyez ? Dans le scénario 2 degrés, il n'y a plus de glaciers dans le massif des Écrins. Il n'y en a plus en Vanoise, il n'y en a plus dans les Pyrénées. Il reste quelques glaciers en vallée et dans le massif du Mont-Blanc parce qu'on est à très haute altitude. Vous voyez ? Donc la situation est quand même très grave pour les glaciers. Et c'est ce que révèlent ces simulations. Bon, il me reste quelques minutes. On a vu, un peu trop rapidement évidemment, que les glaciers reculent, que la plupart des glaciers de montagne dans le monde reculent également, que ce mouvement de recul tend à s'accélérer depuis les années 90 et le début des années 2000. Quelle en est la cause ? Bon, si on veut être simple, on dit que on voit bien que, depuis les années 70-80, on voit bien que la température de la planète augmente de façon considérable. Ici, c'est très très net. On a pris déjà environ un peu plus de 0,8 degrés depuis 1880. 0,8 degrés depuis 1880, mais 0,7 degrés donc depuis 70. C'est dire que le réchauffement se concentre à l'échelle planétaire
depuis quelques décennies seulement. Ça, c'est la moyenne des températures de l'océan et des continents. On voit que ça va plus vite sur les océans. Plus c'est rouge et bleu, violet là, plus ça va vite. Et on constate sur cette carte qui est due au Goddard Institute, on constate que ce sont les régions nord et les grands systèmes montagneux ici et la péninsule antarctique qui voient les températures augmenter le plus. Autrement dit, des régions où la cryosphère est très présente. Je renvoie à la première carte. Ici, il y a du pergélisol, du permafrost. Ici, il y a une calotte polaire, le Groenland. Ici, il y a l'Antarctique. Et là, il y a de grands systèmes montagneux, asiatiques, etc. Donc, semble-t-il actuellement, enfin semble-t-il, c'est une réalité, c'est dans les régions où la glace est présente que la température à l'échelle mondiale augmente le plus. Il y a une amplification sur les continents, donc, et particulièrement dans les zones polaires. Alors pourquoi? On pourrait se demander pourquoi ça va plus vite à proximité des pôles et que ça ne va pas plus vite sur l'équateur. Eh bien, parce qu'en partie, ce n'est pas la seule raison, mais en partie, c'est que dans les régions nord, il y a un phénomène de rétroaction positive entre la perte de l'enneigement et la température. Également avec la banquise. C'est-à-dire qu'on constate, quand vous avez par exemple un manteau neigeux qui disparaît avec une vingtaine de jours d'avance par rapport aux années 60, ça veut dire que le sol ici est dénudé avant, presque un mois avant depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. Ça veut dire que le sol va s'échauffer davantage sous l'effet du rayonnement qui touche le sol, puisque le rayonnement sur un sol nu est peu renvoyé dans l'espace, mais il est absorbé par le sol, c'est ce qu'on appelle l'albédo. Et donc, à mesure que ces régions du nord s'échauffent, elles sont contraintes à s'échauffer davantage du fait de ce phénomène de rétroaction qu'on appelle feedback en anglais. Et c'est pas par hasard que l'on constate que ce sont les régions qui s'échauffent le plus également. C'est le cas de la péninsule antarctique. Ici, on n'a pas assez de stations sur l'Antarctique pour montrer à quelle vitesse ça va, le réchauffement. Alors, on peut s'interroger sur, mais ça, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est plus, on tomberait un peu sur de la physique. Là, une photo de mon ami Antoine Rabatel, voilà, dans le nord du Chili. On a l'habitude, sur les glaciers qu'on veut étudier d'une façon très dans le détail, on a l'habitude d'installer ce genre de station, c'est un peu des usines à gaz, qu'il faut visiter fréquemment, au moins une fois par semaine. Et là, ça sert à quantifier tous les flux d'énergie que le glacier reçoit en surface et qu'il réfléchit, grâce à sa couleur blanche, vers l'espace. Et c'est à partir de ces observations, ici, ces mesures, que l'on peut déterminer quels sont les paramètres, les facteurs qui influent le plus sur les glaciers. Est-ce que c'est la chaleur de l'atmosphère? Est-ce que c'est l'intensité du rayonnement? Est-ce que c'est le changement de phase des précipitations qui deviennent de plus en plus liquides alors qu'elles étaient essentiellement solides avant? Toutes ces questions, eh bien, on arrive maintenant, avec la modélisation, à y répondre de façon assez convenable. Disons, sans entrer dans le détail, que ce qu'on constate avec le réchauffement actuellement, c'est une augmentation de l'ablation. Et qu'est-ce que c'est que l'ablation? Eh bien, c'est de l'énergie. L'ablation, c'est l'équivalent direct du bilan d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on observe actuellement dans les glaciers de montagne, comme sur les glaciers polaires? C'est que les glaciers absorbent
davantage d'énergie. C'est-à-dire que le bilan radiatif est plus positif. Pourquoi? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a un feedback avec l'albédo. Hein. Le rayonnement de courte longueur d'onde est davantage absorbé par la surface, parce que la surface n'est pas couverte en permanence ou pendant des périodes très prolongées d'un manteau neigeux. Vous avez un manteau neigeux qui tombe grâce à des précipitations solides. Ce manteau neigeux évolue très vite au sol, disparaît, et là, évidemment, l'albédo est extrêmement affaibli, et donc on a une augmentation de l'absorption de la surface. On a aussi un phénomène, c'est que dans les régions de basse altitude, on a une augmentation de la fréquence des précipitations liquides, donc on a vraiment de la pluie sur les glaciers, et la pluie ne contribue pas à construire un manteau neigeux, qui est une couche hautement réflexive et qui va renvoyer la plus grande partie du rayonnement vers l'espace. Donc ça, c'est un phénomène de feedback qu'on a vu tout à l'heure sur les régions polaires. Et puis il y a quelque chose qui est aussi très important, c'est quand on se déplace vers les grandes longueurs d'onde, eh bien on constate que le bilan des grandes longueurs d'onde croît. Et ça, c'est une conséquence de l'effet de serre. Pour vous donner un exemple, sous les tropiques, par exemple, à 5300 mètres d'altitude, quand vous n'avez pas de nuages, il y a beaucoup de rayonnement qui arrive à la surface du glacier. Et la surface du glacier rayonne, c'est-à-dire perd cette énergie pendant la nuit. Si bien qu'on se retrouve à la fin de la nuit avec une température basse de l'ordre de moins 5, moins 10 degrés à la surface. Et pour que le glacier fonde le jour suivant, il faut ramener la surface à une température de fusion, c'est-à-dire à 0 degré, et ça coûte beaucoup d'énergie. Quand il y a plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le principal étant la vapeur d'eau, puis le dioxyde de carbone, puis le méthane, puis etc., et bien à ce moment-là, pendant la nuit, vous avez une perte d'énergie moindre. Ou plus exactement, la perte d'énergie s'accompagne par un retour de l'énergie vers la surface, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Et on constate pendant ces journées où il y a par exemple beaucoup de vapeur d'eau dans l'atmosphère que la température descend beaucoup moins pendant la nuit. Elle descend autour de moins 3, moins 2, moins 3 degrés. Si bien que quand le soleil revient le lendemain matin, eh bien, il a besoin de réchauffer la surface seulement de 2 ou 3 degrés, et puis on est à température donc de fusion. Oui. Donc, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est pour montrer quand même que le bilan radiatif actuellement, quelles que soient les régions du monde, devient beaucoup plus positif. Et puis, il y a la radiation, mais il y a aussi l'air turbulent, les flux de chaleur sensible, qui fait que, par exemple, la mer est plus chaude, elle contribue à réchauffer l'air plus chaud et plus léger monte vers les glaciers, et il y a un contact directement avec les surfaces glaciaires, et si cet air est à température positive, eh bien la fusion augmente, etc. Donc c'est tout ça pour vous dire que ce n'est pas seulement de la température qui contribue à la fusion, mais il faut plutôt raisonner en termes d'énergie, et c'est là que l'utilité de ces appareils qu'on met à la surface des glaciers pour essayer de faire ces bilans-là. Donc là, on arrive un peu au bout. Il s'agit de faire seulement une constatation. Bien sûr, il y aurait beaucoup de conséquences à développer sur la perte des glaces au niveau mondial. Par exemple, chez nous, l'hydrologie, en quoi le régime de la Durance change-t-il avec un manteau neigeux qui disparaît avec presque 3 semaines d'avance maintenant sur avant, hein. Quel est le régime dans les régions où les eaux glaciaires servent à l'irrigation?
comme en Bolivie ou ailleurs dans les régions arides. Bref, quelle est l'influence sur l'hydroélectricité, etc., de la disparition possible des glaciers? Plein de conséquences, mais je vous épargne tout ça pour nous concentrer sur ce qui est quand même important, pas tellement pour des Briançonnais, mais pour les gens qui ont déjà le pied dans l'eau, et sur les côtes françaises ou ailleurs. C'est l'influence, quelle peut être l'influence de la perte, la fonte des glaces sur le niveau. Alors, ici, ce sont des chiffres tout à fait récents qui montrent que si on fait les observations qui sont essentiellement, c'est de l'altimétrie laser, hein, il y a des satellites dédiés qui tournent autour de la Terre et qui enregistrent en permanence le niveau des océans. Actuellement, on gagne plutôt un peu plus de 3 mm par an. Donc le niveau des océans s'élève de 3 mm par an. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir les contributions à ces 3 mm et en particulier, quelle est la contribution de la glace. Alors quand on somme un petit peu les contributions, qui sont d'ailleurs un peu inférieures aux observations, on voit que le plus important, c'est la dilatation thermique. L'océan se réchauffe, il se réchauffe principalement sur les 700 premiers mètres de profondeur, et comme tout corps chauffé, il se dilate. Donc il prend plus de place, et ça se traduit par une élévation du niveau de l'ordre de 1 mm. Voilà. 1 mm 4 selon les chiffres les plus actualisés. C'est ce qu'on appelle l'expansion thermique. Ça, on n'y peut rien, plus un volume d'eau s'échauffe, plus il donc se dilate. Et ça se traduit par ça. Les glaciers et petites calottes, dont on a vu que si on les faisait fondre tout, ça élèverait le niveau de la mer de peu moins d'un demi-mètre. On a vu tout à l'heure 41 cm. Mais on voit quand même, c'est-à-dire pas grand-chose comparé au Groenland, hein, 66 mètres plus l'Antarctique, 66 mètres les deux. Hein. On voit quand même qu'actuellement, les glaciers, les petites calottes, mais surtout les glaciers de montagne, contribuent quand même de façon assez significative. Hein. 0,776 mm par an. On est en dessous de la dilatation thermique, mais on est en dessus encore, pour quelque temps, certainement pas très longtemps, au-dessus de la somme du Groenland et de l'Antarctique. Le Groenland, on voit bien, on a vu tout à l'heure qu'il fondait. Il fondait grâce à la fonte de surface, mais à l'accélération des émissaires. On voit actuellement qu'il contribuerait autour de 0,33 mm. L'Antarctique, un peu moins. Pourquoi ? Parce que l'Antarctique, actuellement, il n'y a que deux zones qui montrent des faiblesses, c'est l'Antarctique de l'Ouest et la péninsule, qui sont des zones relativement restreintes par rapport à l'énorme masse de l'Antarctique de l'Est, qui, elle, est stable actuellement, voire très légèrement croissante. Il y a des eaux continentales, hein, par exemple quand on va chercher des eaux souterraines fossiles pour irriguer comme dans certains pays, eh bien c'est de l'eau ancienne qui peut avoir 5000 ans, 10 000 ans en plus, que l'on ramène à la surface et ces eaux ensuite, eh bien elles rejoignent les océans. Donc les eaux continentales contribuent de façon un peu significative également. Voilà. Retenez que la part des glaces dans cette élévation du niveau océanique, ici, s'élève à un peu moins de la moitié. Tout le reste, ce sont d'autres contributions. Alors, pour être exact, il faudrait parler du permafrost, etc., etc. Mais le permafrost, c'est pour l'instant assez négligeable. Et retenez également que la banquise ne contribue pas du tout à l'exhaustement du niveau marin, puisque ce sont des glaces flottantes. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Eh bien, on ne va pas en rester là, mais de toute évidence, on va voir la part des calottes dépasser les glaciers de montagne assez vite, au rythme de fonte actuellement du Groenland et de l'Antarctique. Et voilà ce qui pourrait actuellement nous attendre d'ici la fin du siècle, 2100. On est là, vous voyez. Donc, selon les scénarios, si on est parti sur un scénario à 2 degrés, ce qui est hautement souhaitable, et ce qui a été préconisé par la conférence de Paris en 2015,
eh bien, on pourrait arriver ici à de l'ordre de 40-50 cm. 40 cm, ça paraît peu quand c'est une île grecque au rivage extrêmement raide, mais pour des pays qui sont en partie sous le niveau de la mer, comme les Pays-Bas par exemple, ou comme le Bangladesh ou d'autres, ou des régions comme le golfe des États-Unis, la Louisiane, etc., on peut atteindre des cotes d'alerte avec un demi-mètre d'eau. Par contre, alors, vous voyez que les incertitudes restent importantes parce que ces incertitudes, eh ben, c'est essentiellement ce que vont faire le Groenland et l'Antarctique de l'Ouest dans le futur. On pourrait atteindre, donc dépasser 60 cm et certaines estimations pensent qu'on pourrait atteindre le mètre. Et qu'on pourrait même aller au-delà, puisqu'on a des estimations qui tablent sur 1,50 m, voire 2 mètres, si on observait un effondrement de certaines parties des calottes polaires. Oui, donc préoccupant à l'échelle de... Bon, on a des petits-enfants qui vivront encore en 2100, là, hein. Donc c'est tout près de 2100. Et 2100 devrait voir donc la quasi-disparition des glaciers alpins, et puis reste d'énormes incertitudes sur l'exhaussement du niveau marin. Voilà, donc c'est allé un peu très vite. Si des fois vous étiez tenté de revoir un peu tout ça, et un peu sereinement et plus tranquillement, on a fait ça c'est la publicité, hein, bon. On a fait un livre à la demande des éditions Glénat, donc à la veille de la COP 21 en 2015, où on fait un peu un bilan de toute la planète blanche, plus complet que celui que je vous ai présenté ici. Voilà. Alors j'ai pas parlé de l'enneigement, j'ai pas parlé de tas de choses, mais c'est peut-être le but des questions-réponses, si je peux y répondre. Donc si vous avez des inquiétudes sur d'autres sujets touchant la cryosphère, enfin la planète blanche et le climat d'une façon plus générale, je veux bien y répondre maintenant. Voilà, merci.